Bonjour. Donc, je vais vous parler de méthodes biologiques et en particulier d'un procédé développé par Soletange Bachy qui s'appelle Biocalcis dans le cadre de l'amélioration et renforcement de sol. Donc, je vais revenir un peu sur les principes, un peu l'historique et les principes de la réaction, la détailler un peu par les moyens de mise en œuvre, moyens de contrôle qu'on peut mettre sur nos chantiers et ensuite les applications voilà, en 15 minutes. Donc la biocalcification des sols, en fait, c'est un procédé qui a été développé, en fait, c'est par observation de phénomènes naturels, par ce qu'on appelle du biomimétisme. Alors ça, c'est une photo d'un lac en Australie. Donc dans ce lac, on voit la formation de stromatolites. Alors les stromatolites, ce sont c'est des rochers qui sont des grès qui sont formés en fait par une activité bactérienne. Alors, plus tard, l'université de Murdoch en Australie a identifié une souche qui s'appelle Sporocercina pasteuri, qui permet aussi, qui vit dans les sols et qui permet de calcifier les sols. Et donc, c'est l'utilisation de cette souche-là qui permet de faire le procédé biocalcis. Donc, en quoi ça consiste le procédé? En fait, on va utiliser donc des bactéries. Alors, ces bactéries, il faut pas avoir peur, c'est des bactéries qui sont non pathogènes, donc une fois on les trouve déjà dans le milieu naturel, et donc l'idée c'est de les réinjecter. En fait, ces bactéries, on va les utiliser parce qu'elles sont des bactéries uréolytiques, c'est-à-dire qu'elles ont une enzyme qui s'appelle l'uréase, qui permet d'hydrolyser l'urée. Et donc dans l'urée, nous allons trouver, donc l'urée c'est la molécule que vous avez là, CONH2 deux fois. Vous allez trouver une base carbonatée, et l'idée c'est donc d'hydrolyser l'urée pour récupérer la base carbonatée, et ensuite dans une solution en présence de calcium, le carbonate va précipiter en cristaux de carbonate de calcium, ou couramment connu comme de la calcite. Donc ça c'est un petit film. Alors, on va voir s'il tourne, si je le force. Non. Est-ce que vous pouvez lancer le premier film? Merci. Donc voilà, ça c'est l'image. On voit les bactéries en fait qui sont injectées, qui colonisent donc le milieu qui sont les grains de sable. Et on va utiliser les bactéries pour venir se coller sur les grains de sable. Là, on voit les molécules d'urée qui rentrent dans les bactéries, qui sont donc hydrolysées. Et ensuite, en présence de carbonate, le pH du milieu va changer et on aura des précipitations sous forme de calcite. Donc, autour d'une bactérie qui a été collé sur un grain, on va avoir des cristaux de calcite qui vont se développer. Ceci, bien sûr, sera fonction et de la concentration des solutions de carbonate d'urée et de chlorure de calcium, qui sont les solutions qu'on injecte. Donc, cette réaction-là, qui consiste donc à calcifier le terrain, en fait, elle a lieu en quelques heures. En fait, l'ordre de grandeur de cette réaction-là, on peut compter entre 24 et 48 heures, parce que c'est surtout les phases en fait d'injection de différents procédés. Donc la première phase, c'est une injection d'une solution avec des bactéries qui viennent donc se fixer sur les grains, et ensuite on injecte des solutions qu'on appelle nutritives, donc de l'urée avec du carbonate du chlorure de calcium. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me... Donc, je vérifie. Ouais. Alors, dans quel cas on peut utiliser ce procédé? En fait, ce procédé, on peut l'utiliser dans beaucoup de types de sols différents. Les solutions que l'on injecte, ce sont des solutions qui ont une viscosité en fait qui est comparable à la viscosité de l'eau. Donc, pour répondre simplement, on va pouvoir injecter ça dans les terrains dans lesquels on peut injecter de l'eau. Donc, si vous avez une argile dans laquelle vous ne pouvez pas faire de la circulation d'eau, on ne pourra pas la traiter. Mais on peut aller des sables silteux jusqu'à même des graviers. Donc là, c'est des exemples de colonnes qui ont été traitées en laboratoire. Donc ça, c'est une colonne de sable de Fontainebleau. Ça, c'est des milieux qui sont beaucoup plus hétérogènes, avec carrément des gros cailloux et 20% de fines. Cela dit, en fait, ce qu'on voit sur la gauche, c'est un procédé qui n'est pas adapté pour faire du remplissage, parce que si on va faire du remplissage, on va faire du remplissage avec de la calcite, et à la fin, ça coûte cher de faire du remplissage avec de la calcite. Dans les propriétés que l'on a aussi de ce procédé-là, c'est vrai qu'on ne va pas viser à remplir
la porosité du milieu que l'on traite avec la calcite. C'est-à-dire que pour développer une cohésion de l'ordre de quelques centaines de kilopascales, hein, en général les ordres de grandeur qu'on vise sont pour faire une grande fourchette entre 100 kPa et 1 MPa, ce qui donne déjà en termes de, je parle en résistance à la compression simple, donc déjà en de l'application de mécanique des sols, ça fait déjà des sacrées résistances. On ne va pas remplir la porosité, donc en fait c'est des traitements que l'on ne va pas préconiser si on a besoin d'étanchifier le milieu dans lequel on travaille. Donc cette courbe, elle synthétise un peu le spectre en fait, de sol dans lequel on peut traiter avec du biocalcis. On va aller depuis une gamme de limons, les terrains sableux. Le sol que l'on utilise au laboratoire par excellence est le sable de Fontainebleau. Et on peut aussi, comme vous l'avez vu, traiter des sablés graviers. Ici, vous avez un autre dernier petit film. En fait, ça, c'est un modèle qui a été de sable et gravier. Donc là, ils ont été calcifiés. Et bon, un test qui permet assez facilement de voir la calcification du sol, en fait, c'est on met un jet d'eau. Bon, ça, c'est un jet d'eau, c'est pas une pression énorme, hein, c'est la pression du réseau qui permet donc de voir la tenue du sol suite à sa calcification. Merci. Donc, comment on met en œuvre ce procédé? En fait, c'est un procédé qui est assez facile à mettre en œuvre. C'est un procédé le matériel d'injection classique de type coulis de ciment, on peut l'utiliser. Donc, en fait, on va le mettre en œuvre avec des malaxeurs standards. Les bactéries, en fait, on a travaillé sur le process amont et aujourd'hui, on sait les livrer sous forme de poudre sur chantier, c'est-à-dire qu'on va voir avec nos producteurs et on va généralement travailler avec des poudres de type lyophilisa, donc typiquement vous savez, le café en poudre que vous achetez à Nescafé, c'est du café lyophilisé. Bon, on fait pareil avec nos bactéries, ce qui permet en fait de livrer des sacs de 20 kg et ensuite on les congèle et sur place, les opérateurs ils sont capables de les remélanger dans de l'eau salée pour les hydrater et ensuite les injecter donc avec des pompes, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, c'est des pompes à piston et l'injecter dans du sol. Et les moyens d'injection, les tubes, on va en fonction du sol, on va soit utiliser des tubes crépinés, soit des tubes à manchette. On a déjà fait pas mal d'essais avec l'un ou l'autre et on arrive bien à calcifier. En ce qui est des moyens de contrôle, les moyens de contrôle que l'on peut mettre en œuvre, généralement ce qu'il faut, c'est des essais préliminaires avant le traitement pour que l'on puisse déjà caractériser le sol et savoir si on est à même de le calcifier. Et a posteriori, ce qui marche très bien, c'est les essais pénétrométriques. Les carottages avec la réserve que, comme je vous ai indiqué, les résistances que l'on vise sont inférieures au MPa. On sait bien qu'on carotte difficilement les sols faiblement cimentés. C'est vrai pour le sol mixing, c'est aussi vrai pour le biocalcis. Donc, mais cela dit, dans les sols carottés, alors si on fait du carottage grand diamètre ou si on prend les précautions en mettant des doubles trousses et des choses un peu plus... Si on travaille proprement, on sait prélever. On saura toujours faire des analyses en microscope électronique à balayage pour voir la calcite autour des grains. Et aussi des méthodes géophysiques qui permettent de voir l'amélioration de la vitesse de propagation des ondes dans le milieu. Et ensuite, bien sûr, on est souvent amené à faire des corrélations entre l'amélioration de la pression limite et voir monter à une résistance à la compression s'il le faut. Donc les applications que l'on vise avec ce procédé-là, en fait, pour faire simple, c'est toutes les applications qui requièrent une amélioration de la résistance au cisaillement du sol. Et en tête de liste, on met le traitement contre la liquéfaction. Typiquement, un sable lâche, on saurait créer des ponts de calcite pour lui apporter de la cohésion et donc améliorer sa résistance à la liquéfaction. Les traitements contre l'érosion, je détaillerai un peu ensuite. Et aussi, typiquement, les problématiques de réduction de poussée active. Si vous avez un soutènement qui a des défaillances, et donc on peut venir calcifier à l'arrière pour apporter de la cohésion et donc réduire la poussée.
stabiliser les talus, bon, ça va de soi, et aussi la restauration de monuments historiques. Si vous avez des pierres calcaires qui sont dégradées, on peut régénérer le calcaire dans le cœur de la pierre, ce qui est très intéressant. Alors une application, c'est un projet FUI sur lequel on travaille avec comme partenaire. Alors en industriel, on a EDF, la Compagnie nationale du Rhône, Enoveo et Geofi Consult. Et en universitaire, on a Angers, l'Université d'Angers, le LTHE et 3SR. Donc c'est un projet en fait qui vise à traiter des digues contre l'érosion et aussi contre les problèmes sismiques. Alors c'est les digues du Rhône. Alors il y a double problématique. La CNR, la Compagnie nationale du Rhône, ils ont plutôt des problématiques de type érosion. Vous avez vu avec la fermeture de Tricastin il n'y a pas longtemps, il y a aussi des centrales nucléaires qui sont concernées par des digues avec le risque sismique. Ça pourrait être aussi des solutions pour venir traiter la base des digues pour améliorer la résistance à la liquéfaction de la zone sous la digue. Donc ça, c'est des essais qui sont en cours. Bon, on a déjà beaucoup fait à la halle d'essai de la Compagnie nationale du Rhône. Donc la halle d'essai, pour ceux qui sont familiers, elle a été utilisée dans le projet Erino. Et on reprend un peu les modes opératoires du projet Erino, à savoir il faisait des maquettes de digues à l'échelle 1. C'est ce qu'on voit ici, en fait, elle est ici derrière la maquette. Et ici, c'est une coupe de la maquette dans laquelle on vient, avec un réservoir amont, on va créer installer un écoulement dans le milieu que l'on met en place, donc typiquement un milieu sableux ou un milieu sablo-limoneux ou voire avec des graviers. Et on vient donc regarder en combien de temps la digue elle s'érode en provoquant de la suffusion, et voir aussi l'érosion de contact si on fait un milieu biphasique. Donc ça, c'est des résultats qu'on a eu. Ça, c'est dans du sable je ne sais plus si c'est du sable de Fontainebleau ou du sable d'Assin, mais bon, c'est un sable avec une granulométrie assez droite. Et ici, voilà, on a injecté donc un bulbe qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. Ça, c'est dans le milieu sablo-graveleux que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Et donc, bon, on travaille ce projet-là. Bien sûr, l'objectif étant à terme d'amener le procédé sur des digues en France. Pour conclure, donc, voilà, le biocalcis, c'est un procédé relativement nouveau qui donc s'inspire de phénomènes naturels et qui permet par moyen bactériologique d'obtenir des résistances de l'ordre du MPa ou centaines de kPa dans une large granulométrie de sol. Voilà, je vous remercie. Merci Ours. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir suivi cette piste, ou est-ce que vous avez notamment des Australiens qui ont développé un tel procédé? Alors, en termes de groupe, du côté industriel, on est les seuls qui sont à ce niveau-là de maturité. C'est-à-dire aujourd'hui, on a déposé des brevets, on a le procédé et on sait le mettre en œuvre. Si vous nous amenez un chantier, moyennant les délais de fourniture de la biomasse, c'est-à-dire qu'il faut organiser la production, on saura démarrer ce chantier-là en quelques mois. Donc c'est plutôt de l'ordre de 2 à 3 mois pour organiser la production de la biomasse. Donc là-dessus, on est vraiment les seuls. Du côté universitaire, il y a toute une communauté universitaire qui s'intéresse, et il n'y a pas que l'université de Murdoch. Nous, on a développé un peu la communauté française autour de ce procédé-là. Aux États-Unis, il y a un centre, CBBG, en Arizona, qui travaille dessus. En Angleterre, il y a beaucoup d'universitaires. Et l'école polytechnique de Lausanne, avec Lies Lalouis, ils travaillent aussi sur ce procédé-là, et ils ont des émanations aussi pour industrialiser le procédé. Bonjour, c'est un procédé qui est très séduisant. Je me pose une question, ça fait déjà quelques années que j'entends des conférences sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu encore de réalisation concrète. Est-ce que c'est une question d'avancée technologique, d'avancée, on va dire, commerciale, que les clients soient concernés? Et du point de vue coût, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec d'autres méthodes? Alors je sais bien que c'est difficile, mais de comparer avec d'autres méthodes, suivant les objectifs, mais est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Alors déjà, c'est vrai que c'est un procédé, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille dessus, et aujourd'hui on a atteint le niveau de maturité qui nous permet de répondre à un problème et de proposer une solution depuis le design, la mise en œuvre et les contrôles.
ce qui était moins le vrai dans le passé. Après, je pense que c'est plus une limite commerciale parce que c'est l'acceptabilité du premier projet. C'est donc là-dessus, on a eu des projets qui, pour des raisons non techniques, en fait, n'ont pas abouti. Donc, on n'a pas de mise en œuvre. On a fait des pilotes, par contre, à l'échelle 1. On en a fait un à Nice. Là, on travaille avec le Grand Paris aussi pour regarder si on peut traiter les sables de Beauchamp. Donc après, c'est plus une question de décollage commercial, donner confiance aux clients et aller trouver le problématique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un procédé qui se substitue au procédé actuel. C'est-à-dire qu'on a des résines, on s'est injecté dans le milieu difficilement injectable, on s'est injecté des résines, mais elles percolent pas beaucoup, donc la vitesse, la distance de pénétration, elle est faible. On ne va pas remplacer le coulis de ciment, on ne se place pas dans cette gamme-là, donc on se place plutôt dans un complément des techniques que l'on a. Et après, bon, c'est plus un problème de trouver le sujet qui requiert. On sait bien que pour les problématiques d'érosion, ce qui est très attirant et dans cette technique-là, c'est que justement, on va pas créer de barrière à l'écoulement. Donc, on ne va pas dénaturer le comportement hydraulique de l'ouvrage. Donc, c'est la problématique des digues qui est très séduisante. Et le dernier point par rapport au prix, c'est une méthode qui reste chère en fait. Donc c'est pas les gammes de prix, ça va pas être dans l'injection de base, ça va plutôt être dans la gamme du jet grouting. Donc le jet grouting, c'est dans la gamme, on va dire, des traitements chers. Cela dit, en fonction du problème, on sait aussi adapter les méthodes pour être compétitif. Donc on n'est pas plus cher que le jet. Ah oui, ça, on sait. Le process, en fait, on le maîtrise bien parce que on peut faire des essais préalables en laboratoire en fonction des dosages, aussi bien en biomasse qu'en solution. Alors, dans le passé, on injectait le cycle classique, c'était une injection de biomasse, 2 injections de solution calcifiante, une injection de biomasse, 2 calcifiantes. Donc là, on va atteindre vraiment une bonne calcification du milieu. Maintenant, on est plus sur la voie, on concentre plus la biomasse et on fait une seule injection et on fait 1 ou 2 injections de calcifiantes. Donc, et en fonction des concentrations, on sait parfaitement adapter le pourcentage de calcite en masse que l'on réalise. Si j'ai bien compris la démonstration, l'injection calcifiante, en fait, c'est l'injection d'urée qui est présente par exemple dans l'urine. Et la dégradation, en fait, ça va donner des nitrates, non? Oui, et on a c'est aussi... C'est pas un polluant? Alors, le nitrate, c'est un sel, comme le chlorure que l'on utilise aussi pour la solution avec du chlorure de calcium. Et donc, ça fait partie du procédé. Alors, en fonction du milieu dans lequel on va être, c'est sûr que si vous devez garantir la potabilité de l'eau, ce procédé-là, il ne s'y prête pas. Par contre, la deuxième partie du procédé que je n'ai pas décrite consiste à faire un lavage, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'eau et on va récupérer l'eau pour ensuite la dénitrifier et abaisser donc les concentrations à un seuil admissible. Ma question, c'est j'ignore tout des bactéries, mais une fois qu'elles sont dans le terrain, est-ce qu'elles sont toutes rendues inertes à la fin du processus ou est-ce qu'elles continuent leur vie propre et que ça peut proliférer Est-ce qu'on contrôle en fin d'opération en fait, est-ce que vous contrôlez le devenir de la biomasse? Les bactéries, elles ne se reproduisent pas et même elles s'encroutent dans la calcite. Donc là où on dit qu'on les nourrit, en fait, on les stresse et on les tue. Mais bon, c'est toujours plus sympa de dire qu'on les nourrit. Oui, c'est ça. Bien. Merci Jean-François. Je vous en prie. Merci.